Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus pour cette session nommée Anatomie d'une faille. Je vais vous conter l'histoire dans les 40 prochaines minutes qui viennent, l'histoire de l'attaque XZ Utils qui a eu lieu donc au mois de mars dernier. Une histoire assez incroyable et rocambolesque. Mais avant toute chose, déjà, hop, je vais brancher ça, si ça marche. Ça y est. Donc, petit spoiler, certaines slides peuvent heurter la sensibilité de certains ou certaines experts d'entre vous. Évidemment, pour 45 minutes, j'ai dû faire quelques petites simplifications, évidemment, parce que sinon, c'est un sujet pour lequel on pourrait rentrer pendant des heures. Donc, certaines parties qui sont un peu spécifiques, un peu techniques, j'ai dû un peu les simplifier. Évidemment, le sujet est beaucoup plus vaste que ce que je vais vous exposer dans les prochaines minutes. Et aucun serveur n'a été maltraité pendant la préparation de ce talk, hormis quelques machines virtuelles, puisque évidemment j'ai fait une analyse assez poussée, technique, de cette attaque. Donc pour ne prendre aucun risque, j'ai fait ça sur des machines virtuelles. Pour commencer, XZ Utils, qu'est-ce que c'est ? Alors, probablement que certains et certaines d'entre vous savez ce que c'est. Pour beaucoup de gens, c'est un logiciel qui est, pour ainsi dire, quasiment inconnu. Donc, XZ Utils, en 3 points, c'est un ensemble de bibliothèques et de programmes qui permettent d'achever de la compression, de la décompression de données sans perte. Ces programmes et bibliothèques implémentent une méthode qui s'appelle la méthode LZMA, qui est l'acronyme de Lump-LZIV, qui est un algorithme de compression, et un usage des chaînes de Markov, donc théorie mathématique qui permet d'essayer de déterminer, de trouver un meilleur chemin de façon très heuristique, on va dire. On ne va pas rentrer dans le détail, pareil, c'est une théorie qui est assez puissante, mais qui permet, ces deux méthodes combinées, d'achever de la compression à un taux de compression assez élevé. Et XZ Utils, c'est utilisé notamment pour comprimer des archives, des tarballs, les fameux .tar.xz, qui sont notamment utilisés pour distribuer les sources du noyau Linux, entre autres. Et il faut savoir que l'algorithme XZ est utilisé potentiellement aussi en option dans le noyau Linux pour décompresser son image de boot au bout de la machine. Voilà. C'est un des algorithmes qui peut être utilisé pour ça. Alors, je vais revenir un petit peu donc dans le temps, au mois de mars dernier, sur la journée du 29 mars 2024, puisque c'est là que tout a commencé. Donc, on commence par petite publication de la CVE 2024-3094. Une CVE, qu'est-ce que c'est ? C'est une Common Vulnerability Exposure. Excusez-moi pour mon anglais atroce et abominable. Donc, c'est une fiche qui va permettre de déterminer qu'il y a eu une faille de sécurité, et cette faille de sécurité, elle va être notée entre 1 et 10, on va dire. Donc, cette CVE, c'est vraiment la CVE tout droit sortie des enfers. Donc, il y a une annonce qui a été faite, donc, en termes de CVE, qui nous annonce qu'une faille de sécurité a été découverte dans le projet XZ Utils, et cette CVE est notée 10 sur 10. Donc ça, déjà, pour celles et ceux qui font de la sécurité, quand vous voyez une CVE qui est notée 10 sur 10, vous commencez à transpirer très fort. Vous vous dites, est-ce que je ne suis pas impacté ? Donc cette CVE a été remontée par Red Hat. Donc ça, effectivement, stupeur et tremblement, ce jour-là, on a commencé à transpirer très fort. Alors, c'est pas Red Hat qui a fait cette découverte. Cette découverte, elle a été faite par quelqu'un qui est, entre guillemets, un total inconnu, en tout cas pour l'immense majorité des gens, c'est Andres Freund. Andres Freund, c'est un peu notre héros de l'histoire. Grâce à lui, on est passé vraiment à côté du pire. Andres Freund, c'est ce personnage. C'est un personnage qui est un développeur Postgre. Voilà, son travail au quotidien, il travaille sur le moteur de base de données PostgreSQL, sur plein de sujets. Il travaille chez Microsoft, on ne peut pas être parfait. Et donc, Andres Freund nous annonce, comme ça, il nous dit que voilà, il a découvert une faille de sécurité. Et il nous le dit comme ça, au travers d'une annonce sur les réseaux sociaux. Une petite série de coïncidences, il nous dit que j'ai accidentellement trouvé une faille de sécurité un peu sévère en faisant des petits benchmarks sur PostgreSQL. Donc il nous explique tout ça un petit peu, là. On y reviendra tout à l'heure. Hein. Je vous expliquerai un petit peu comment il a procédé pour trouver ça. Et donc il annonce ça d'abord sur les réseaux sociaux, en disant « Attention, j'ai trouvé quelque chose d'incroyable, etc. » Mais comme c'est quelqu'un de sérieux et un vrai professionnel, et là j'ai vu ça vraiment sans blaguer, c'est quelqu'un qui a remonté cette alerte et l'analyse de tout l'audit qu'il a fait du code sur un message board qui est un message board très connu d'OpenWall. Alors OpenWall, c'est un projet communautaire qui permet
qui vise à renforcer la sécurité dans les logiciels libres et open source, de façon générale. Donc, il y a un certain nombre d'outils qui font partie du projet OpenWall, et il y a notamment ce message board qui permet d'échanger sur tous les aspects sécurité de différents projets libres et logiciels libres. Et donc, ils postent sur OpenWall en disant « j'ai trouvé quelque chose d'assez incroyable ». Une faille de sécurité très forte, et en plus, il en a fait un audit très profond, et sur ce message, il détaille complètement l'audit qu'il en a fait, ce qui est quand même assez rare, et ça a permis aussi de gagner énormément de temps, justement, sur les actions à prendre juste après. Et il nous dit, juste cette petite phrase qui est importante, le repository upstream de XZ et surtout les tarballs de distribution de XZ ont été backdoorés, d'où la CVE 10/10. Vous imaginez qu'on transpire encore par-dessus la transpiration. Donc, en gros, quand vous voyez ça, vous dites, ça y est, ça, c'est le feu, ça ne va pas très bien se passer. Donc, l'objectif de l'attaque, je vais vous la résumer en 3 points assez simples. Je pense que tout le monde pourra les comprendre, c'est corrompre la supply chain, donc votre chaîne d'approvisionnement logiciel. XZ fait partie des projets open source, libres, qu'on peut mettre dans la partie supply chain, puisque toute distribution Linux, normalement, vous fournit XZ. Toutes les distributions Linux et même BSD peuvent vous fournir XZ. Donc déjà, on sent qu'on est vraiment sur des couches assez basses. L'objectif, c'est d'affaiblir le démon SSH. J'en vois 2-3 là qui sont en train de tourner de l'œil. Et donc de devenir maître du monde. Si vous affaiblissez votre démon SSH, virtuellement, tous les serveurs exposés dans le monde qui ont un port SSH exposé sont faillibles. Là, c'est le feu. Donc là, je vais vous raconter un petit peu la chronologie de l'attaque, et vous allez voir, c'est quelque chose qui est quand même assez incroyable. Donc, c'est une valse en 4 temps. Premier temps, il y a toute une approche d'ingénierie sociale qui a été menée. L'ingénierie sociale, je vais vous expliquer juste après ce que c'est et comment ça s'est produit. Toute une partie d'ingénierie technique, qui est une ingénierie technique de très haut vol. Un déploiement de l'attaque et la fameuse détection de l'attaque, heureusement. On va commencer par l'ingénierie sociale, la fameuse menace fantôme. Donc l'ingénierie sociale, qu'est-ce que c'est? L'ingénierie sociale, c'est... Ça ne s'affiche pas, voilà. L'ingénierie sociale, c'est une pratique de manipulation psychologique à des fins d'escroquerie. Globalement, ce sont des personnes qui vont s'attaquer à vous, qui vont tenter de vous escroquer sans que vous vous en rendiez compte. Donc elle vise globalement, l'ingénierie sociale, à exploiter la confiance, la crédulité, la peur, l'ignorance, le fameux FUD dont on entend un peu souvent parler, d'une personne pour pouvoir parvenir à ses fins. Donc l'ingénierie sociale, vous pouvez en rencontrer dans la vie de tous les jours, ce n'est pas spécifique à l'IT. Appliqué à l'IT, ça peut avoir des conséquences assez importantes. Pas que l'IT, mais en tout cas dans notre métier, ça peut avoir des conséquences importantes. Donc quelques techniques d'ingénierie sociale. Vous en connaissez, c'est le phishing. Vous recevez un mail qui tente de vous faire peur pour vous soutirer des informations, souvent vos informations bancaires ou vos informations pour accéder à vos comptes e-mail ou autres, etc. Vous avez le phishing. Le phishing, c'est exactement la même chose, mais par téléphone. Quelqu'un vous appelle et au lieu de vous envoyer un mail, il vous fait un appel téléphonique ou vous laisse un message sur votre répondeur qui vise à exploiter votre peur et à vous soutirer des informations. Vous avez le prétexting, quelque chose que peut-être certains et certaines d'entre vous ont vécu. Moi-même, je l'ai vécu. Quelqu'un qui sonne à votre porte. « Bonjour, je fais partie de l'opérateur Orange. Est-ce que je peux voir votre box parce que nous sommes en train de faire des travaux en ce moment ?» En fait, l'objectif de ces gens-là, c'est pas de vérifier votre box, c'est de rentrer chez vous, de voir si vous avez une télé, une chaîne IFI, tout ça, etc. Le prétexte, c'est de rentrer chez vous pour voir si vous êtes quelqu'un dont on pourrait cambrioler l'appartement ou la maison dans un futur très proche. Vous avez le baiting, quelque chose que vous avez peut-être déjà entendu parler. On vous laisse une clé USB dans votre boîte. Vous trouvez une clé USB quelque part, n'importe quoi. Première chose que vous faites, vous la récupérez. Le réflexe de l'immense majorité des gens, c'est « Ah tiens, je vais regarder ce qu'il y a sur la clé USB, peut-être qu'il y a des informations pour retrouver la personne. » Vous mettez votre clé USB, bang, vous êtes mort. Le shoulder surfing. Ceux qui prennent le train connaissent bien, filtre de confidentialité, les gens qui sont à côté de vous, qui regardent. Si vous travaillez dans des endroits qui peuvent être un peu sensibles, le train, l'avion, tous les moyens de transport ou ce genre de choses, les aéroports peuvent être des moyens pour vous soutirer des informations, mais totalement à votre insu. Et parfois plus qu'à votre insu, parce qu'il y a des gens qui partent de leur place pour aller aux toilettes en laissant leur session ouverte connectée au VPN de l'entreprise avec des contrats ouverts. L'impersonnation, se faire passer pour quelqu'un.
Quelqu'un qui vous appelle, vous êtes la secrétaire ou le comptable de l'entreprise. Oui, bonjour, je vous appelle, ou même la personne se fait carrément passer pour le chef de l'entreprise. J'ai besoin absolument que vous me fassiez un virement vers tel compte, c'est ultra urgent, la société est en péril. Ça a l'air de rien, ça marche assez souvent. Le tailgating, quelqu'un qui rentre derrière vous dans un bureau. Vous vous dites, si la personne rentre comme ça, c'est qu'elle fait partie de la maison. Et le meilleur, ça c'est celui que je préfère, le dumpster diving. Littéralement, on fouille dans les poubelles. Vous n'imaginez pas toutes les informations qu'on peut trouver dans les poubelles. Bref, donc l'ingénierie sociale, c'est un ensemble vraiment de techniques qui vont vous permettre de parvenir à vos fins pour soutirer des informations ou avoir accès à quelque chose, une infrastructure, des logiciels, un ordinateur, n'importe quoi. Laissez-moi donc vous parler de Jiatan. Jiatan, c'est l'attaquant de XZ. Donc Jiatan, il n'y a pas de photo, parce qu'en fait, personne ne sait qui c'est. Je vous fais un petit spoil, probablement que cette personne n'existe pas, probablement c'est un groupe de personnes derrière cette personne. Peut-être un groupe étatique. C'est ce qui ressort des analyses qui ont été faites plus tard. En tout cas, c'est une personne qui s'est manifestée à un certain moment du projet, justement, pour mener cette attaque. La victime, c'est Lascoline. Lascoline, alors je vais vous expliquer un petit peu qui c'est. Alors je n'ai pas de photo, je n'ai pas réussi à trouver de photo. Par contre, c'est quelqu'un qui existe bien. Lascoline, c'est quelqu'un qui fait partie du projet Tucani. Et le projet Tucani n'est autre que l'organisation qui historiquement éditait une distribution Linux et un certain nombre d'outils, mais qui est l'organisation qui s'occupe de maintenir XZ-Utils depuis plus de 20 ans. Alors, XZ-Utils a été développé au tout début des années 2000. Et Lascoline en a récupéré la maintenance. On va y revenir après. Donc, première étape de cette attaque, en tout cas sur la partie ingénierie sociale, c'est de gagner la confiance. Lascoline, globalement, comme je vous le disais, devient mainteneur du projet officiel en 2009. Donc, XZ-Utils, je le rappelle, ça vient du projet 7-Zip. Donc, tout l'algorithme LZMA est issu des travaux de 7-Zip. Ça a été open sourcé, ça a été porté sous Unix, Linux, etc. Et donc, officiellement, Lascoline est devenu le mainteneur en 2009. Et depuis 2009, c'est le mainteneur du projet XZ-Utils et c'est l'unique mainteneur du projet XZ-Utils. Ça a son importance. Jiatan, alias JiatC75, a créé son compte GitHub en 2021, ce qui est quand même assez récent sur nos échelles de temps. Il a commencé à contribuer à différents projets open source et logiciels libres, le fameux FLOSS, Free Libre Open Source Software. Donc il a fait des commits, il a fait quelques contributions sur des projets open source, alors plus ou moins gros, pour finalement devenir quelqu'un d'un peu, entre guillemets, reconnu ou identifié comme étant un contributeur sur différents projets qui va apporter son aide. En 2022, il soumet son premier patch au projet XZ, mais il est rejeté. Pourtant, c'était un patch tout à fait relativement innocent, mais il est rejeté pour différentes raisons. Peu de temps après, quelqu'un annonce, donc demande au mainteneur, donc Lascoline, quelqu'un qui s'appelle J.R. Kumar, qui entre dans la danse et commence à mettre un petit peu la pression pour que les différents patchs de Jiatan soient inclus dans les codes sources de XZ-Utils. Et quand je dis il met la pression, c'est-à-dire il insiste très lourdement sur les emails d'échange, sur le message board du projet. Ça a aussi son importance. Donc on commence à mettre la pression sur le mainteneur. À peu près dans le même temps, une deuxième personne fait son apparition, Denis Hens, qui dit « Mais oui, mais moi aussi, j'ai besoin de ces modifications, merci de les apporter, c'est super urgent, mon projet en a besoin, il y a des bugs, etc. etc. » Donc il intensifie la pression. Spoiler alert, ces deux personnes, après la détermination de la faille XZ-Utils, on ne les a jamais retrouvées. Probablement que ce sont la même personne ou les mêmes personnes qui sont derrière Jiatan. Donc il y a eu un ensemble de personnes qui ont commencé à essayer de mettre la pression directement sur le mainteneur officiel du projet, qui, je le rappelle, était seul. Donc Lascoline est débordé sous une avalanche de demandes, parce qu'il y a des merge requests, des change requests, des rapports de bugs qui s'accumulent, et on lui met la pression, sachant que c'est quelqu'un qui fait part, à un moment donné, du fait qu'il est extrêmement fatigué, qu'il est tout seul à maintenir ce projet, et qu'il le fait sur son temps libre. Il n'est pas payé pour ça. Ça aussi, ça a son importance. Donc on intensifie la pression sur le mainteneur au fur et à mesure. Il est seul, la communauté,
plus donc les personnes, Denis, Hens, Jigar Kumar, etc., mais d'autres personnes rentrent un peu dans la danse, un petit peu l'effet de groupe, vous voyez. Donc il est seul, la communauté exige de l'Ascoling qu'il y ait un autre mainteneur, parce que le projet est en risque. Finalement, c'est le bus factor, il se fait écraser par un bus, on n'a plus de mainteneur. Donc il faut quand même qu'il y ait un deuxième mainteneur. Jiatan fait son premier commit et devient finalement contributeur régulier. La pression exercée sur l'Ascoling, elle ne faiblit pas, elle continue pendant des mois et des mois et des mois. Il est vraiment abreuvé de demandes de modification. Jiatan gagne en implication, il gagne un petit peu aussi en confiance sur les commits qu'il fait, il prend vraiment de l'ampleur et de l'épaisseur sur le projet. Au bout d'un certain temps, comme je le disais, Lascoline, qui faisait part de sa grande fatigue, il est vraiment épuisé et dit que Jiatan, qui est maintenant identifié comme un contributeur régulier, va prendre de plus en plus de responsabilités sur le projet et devient donc co-mainteneur du projet début 2023. Ça, première étape. Il a mis le pied dans la porte, il est rentré. En résumé, vous prenez un mainteneur d'un projet open source, vous lui mettez la pression, en l'abreuvant, en lui mettant sous une avalanche de demandes, il va finir par craquer. C'est très humain. Vous pouvez vous dire que oui, mais moi, ça ne me serait jamais arrivé. Si vous avez une pression qui est suffisamment forte, au bout d'un moment, vous craquez. La seconde étape, c'est de prendre le contrôle. Donc là, ça va aller très très vite, puisqu'on est en 2023. Je rappelle que la faille a été découverte mars 2024. Jiatan effectue son premier merge officiel début 2023. Il gagne progressivement et de plus en plus la confiance de l'Ascoline. Et quand je dis il gagne la confiance, c'est-à-dire il devient vraiment, c'est presque, je ne vais pas dire comme s'ils étaient potes, mais pas loin. Des emails de contact sont mis à jour du projet vers Jiatan. C'est-à-dire Jiatan prend vraiment officiellement le lead en disant qu'un certain nombre d'emails de contact du projet XZ, qui sont des emails de contact qui servent notamment à des projets tels que OSS Fuse, qui permettent de faire du fuse testing sur les projets, etc. Plein d'emails de contact sont mis à jour et sont redirigés vers Jiatan. C'est-à-dire que l'Ascoling, quelque part, on le fait sortir de l'équation. Jiatan s'efforce de consolider l'infrastructure de test. J'y reviendrai juste après. En juillet 2023, une pull request est effectuée pour désactiver le fusing build. Comme je le disais, le projet OSS Fuse permet d'injecter beaucoup de données dans beaucoup de projets et de vérifier que le projet est globalement résistant. Je vous schématise ça très rapidement, mais apparemment, sur une des versions, il y a des petites modifications qui faisaient que le projet était devenu instable et donc faisait détecter par Valgrind, qui est un outil très très bas niveau qui permet de détecter les débordements mémoire, les fuites mémoire, etc., mais qui n'est pas toujours parfait. Et donc ça génère des instabilités. Donc il a demandé à désactiver le fusing build, pour de très bonnes raisons. Jiatan gagne en contrôle sur le projet début 2024. Il change le hosting du projet, donc qui était vers tucani.org, vers GitHub Pages. Ça a son importance, parce qu'il n'était pas maître du projet Tucani. Par contre, il avait le contrôle total sur GitHub Pages, donc il pouvait modifier ce qu'il voulait. Et donc il devient par là même le seul et unique interlocuteur quasiment du projet. Il ajoute la charge utile de l'attaque en février 2024 et commence à faire pousser le déploiement dans différentes distributions. Février, les distributions telles que notamment Debian, sur la partie testing, incluent très régulièrement les nouvelles versions. Et par-dessus Debian, il y a d'autres distributions qui vont venir, notamment Ubuntu qui est basé sur Debian. Ubuntu, la version suivante, arrivant au mois d'avril. On est sur un timing qui est très serré. Donc il publie la version 5.6.0. Debian, Gentoo, Red Hat, il détecte des dysfonctionnements. Comme je le disais, la charge utile n'était pas parfaite. Il détecte des dysfonctionnements. Donc il s'efforce de corriger ces petits dysfonctionnements. Il publie des correctifs et les pousse vraiment vers les distributions en disant oui, c'est très important d'inclure cette nouvelle version, la 5.6.1, dans votre distribution, etc. Donc là, il pousse très très fort à ce que ce soit inclus dans les distributions qui sont en train de travailler sur le sujet. Et au final, donc, il publie la 5.6.1, qui est la fameuse version dans laquelle on détectera donc la charge utile. Là, on est globalement arrivé en mars. Donc, seconde étape, globalement, il a pris le contrôle, il a réussi à mettre de côté le mainteneur officiel, il a pris complètement le contrôle, il a pu ajouter sa charge utile directement dans le projet XZ. Alors, vous allez me dire, c'est un projet open source, tout le monde a le droit de regard, il suffit de regarder le code, on va voir qu'il y a une charge utile. Ce n'est pas si simple. Je vais vous parler d'ingénierie technique. L'art de la dissimulation d'une charge utile malveillante dans un projet open source. J'espère que vous êtes bien accrochés, certains et certaines risquent de tomber de leur chaise. Donc, je rappelle la cible et la surface de l'attaque. La cible, c'est le démon SSH. L'objectif est d'affaiblir le démon SSH.
Par contre, il saurait être question d'attaquer directement le démon SSH. Si vous essayez de soumettre un patch, quel qu'il soit, au projet OpenSSH, je vous souhaite bien du plaisir. Déjà, les mainteneurs sont très durs. Et en plus, comme c'est un projet qui est ultra sensible, croyez-moi que tout est vu, revu, revu. Donc c'est impossible. Donc l'idée dans tout ça, c'est de voir quelle est la surface d'attaque du démon SSH pour pouvoir l'attaquer de façon indirecte. Et c'est là où c'est très malin. Donc, vous le savez déjà, on a pris le projet XZUtil comme vecteur d'attaque. Comme vecteur d'attaque, qu'est-ce qu'on a à notre disposition? On a le tarball, c'est-à-dire les sources officielles qui sont distribuées du projet XZUtil, le système de build, les tests unitaires, le code source, la glibc, intéressant, et système D. Donc là, globalement, on a à peu près tous les usual suspects. J'espère que je ne vous spoil pas la fin du film. On a à peu près tous les usual suspects qui sont à notre disposition pour pouvoir mener cette attaque. Alors, intéressons à notre tarball. Le tarball, c'est vraiment le vecteur qui va permettre de distribuer la faille de sécurité. Si vous regardez le code source qui est dans le tarball et ce qu'il y a dans le dépôt Git, il y a presque la même chose. Presque. Il y a une petite chose en plus dans le tarball qui en fait un vecteur d'attaque, sachant que la majorité de la charge utile est dans le dépôt Git. Mais ce qui permet de déclencher cette charge utile est dans le tarball. Ce tarball, il ne serait peut-être question de le remettre en question, justement, puisqu'il est généré par un système de build automatisé et par un mainteneur officiel. On a confiance. Mais non. Donc c'est vraiment la source de tous les maux. Et là, je vais vous parler du système de build. Et c'est là, voilà, je suis désolé, vous allez voir un petit peu de lignes de commande, de code source, etc. L'objet, ce n'est pas que vous compreniez tout, mais je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il en retourne. Donc le système de build de XZUtil a cette particularité qu'il est basé sur deux systèmes de build. Les autotools, vous connaissez peut-être la façon de compiler un projet sous Unix, Linux, qui est configure, make install. Et vous avez le système CMake. Il a deux systèmes de build. Pour différentes raisons, c'est assez historique. Si on regarde le système de build qui est basé sur les autotools, il y a un fichier particulier qui est différent de ce que vous pourriez trouver dans le dépôt. C'est build to host. Dit comme ça, c'est un fichier de macro qui contient un ensemble de commandes qui permettent donc de builder le projet. Donc on se dit, on peut avoir confiance, build to host, ça permet de builder pour l'hôte sur lequel on build. Ok, super. Donc si on ouvre ce fichier, là je vais vous montrer une fameuse ligne. C'est cette ligne-là qui permet donc de déclencher la compilation de la charge utile. Cette ligne-là va permettre, donc qui vient avec le tarball, va permettre donc de déclencher la première phase de l'attaque. Donc là, je vais vous afficher le système de makefile. Une fois que vous avez lancé le script configure, là, je vous ai mis à gauche le code source original tel qu'il existe avant le déclenchement de la faille, et à droite, ce que la faille a injecté dans le makefile qui permet de compiler le projet. Vous voyez, il y a quelques petites lignes qui ont été rajoutées. Il y a une ligne de test pour déclencher un test unitaire qui s'appelle bat3corrupt lzma.xz. Si vous décompressez ce fichier, vous allez retrouver du garbage, parce que c'est un fichier qui correspond à un test unitaire de données corrompues. Il fait exactement ce à quoi on s'attend. Il a d'autres tests derrière. Il y a plusieurs lignes là qui sont modifiées. Vous avez ici AM10 setup, etc. Donc il y a toute une ligne un petit peu cryptique, je vais vous les détailler après, qui sont ajoutées au makefile une fois que vous avez lancé configure. Donc si vous prenez votre makefile non vérolé et le makefile vérolé, vous avez ces différences-là. Donc voilà, vous avez un certain nombre de lignes que j'ai auditées, que j'ai analysées. Donc, en plus de ça, de script de configuration, il va aller modifier un petit peu le système de build. C'est-à-dire que par rapport à ce sont les patchs qu'a fait Jiatan pour le système de build, il s'est évertué à renforcer les systèmes de détection de ce qui permet notamment de renforcer la sécurité. Notamment, là, il a rajouté une macro qui permet de mieux détecter le système de user landlock, qui en fait, en gros, quelque chose qui permet de faire de l'isolation de process sous Linux. Donc, qui normalement est là pour renforcer votre sécurité. C'est une sandbox. Donc là, il a juste rajouté du code qui permet de dire j'essaye de mieux détecter la sandbox et si elle est là, si elle est disponible, je l'utilise. En tant que mainteneur, si je vois ce code-là, je dis il est vachement bien écrit, c'est sûr que là, il va vachement mieux détecter la sandbox. Donc le code est tout à fait valide. Il l'a fait à un certain nombre. Il l'a fait sur un certain nombre de fichiers pour mieux détecter la sandbox dans Linux, donc pour avoir une meilleure isolation de processus. Et puis, on arrive ici à ce fichier, qui fait partie d'ailleurs du système de build CMake, sur lequel il a ajouté exactement la même chose,
Sauf une petite, je voulais presque spoiler avant, une petite chose. Il y a un point ici. Ce point fait échouer la compilation du système de détection de sandbox. Donc systématiquement, quand vous allez compiler XZUtils, la sandbox sera désactivée. Donc, dans un premier temps, il a détourné l'attention en disant « j'ai renforcé le système de détection de la sandbox ». Dans un deuxième temps, il a juste rajouté un caractère qui permet de le faire échouer. Et ça passe totalement inaperçu. Qui regarde ces logs de système de bulle pour voir que la sandbox elle est toujours activée, pas activée, etc. Personne. Et donc, je vais vous parler du premier payload, donc la première charge utile qui est injectée. Je vous ai montré tout à l'heure le fameux fichier bat3 corrupt. Donc, j'ai extrait la ligne du makefile, je l'ai mis sur plusieurs lignes pour qu'on comprenne bien ce que ça fait. Donc, en fait, il va récupérer ce fichier. En gros, il va récupérer ce fichier, il va changer un certain nombre de caractères, il va changer des espaces tirés, etc., par tiret underscore par des espaces underscore tirés. Donc, il va permuter un certain nombre de caractères, il va reconstituer un fichier qui est totalement valide. Donc, le fichier qui était soi-disant corrompu, il ne l'est pas. Il y a ça. C'est un script shell. Premier script shell. Ce script shell, la première chose qu'il fait, donc vous voyez, il y a toute une suite de heads, c'est-à-dire il va chercher à certains offsets du fichier qu'on va lui passer en paramètres, des morceaux de choses, et il va reconstituer un deuxième payload. Et ce deuxième payload, il vient de Good Large Compressed LZMA. Donc dedans, vous avez du contenu qui est tout à fait valide, mais par le truchement de tout ce qu'il n'y a pas au-dessus, il va aller chercher un certain nombre de choses et reconstituer un fichier qui est le second payload. On est vraiment dans un système de poupée russe. Le second payload, il est là. Il fait à peu près 200 lignes de code. Et c'est du code qui est assez offusqué. C'est-à-dire qu'on voit là, il n'y a pas les bonnes pratiques de programmation. Il y a plein de variables qui sont utilisées, on ne sait pas ce que ça veut dire. P, C, O, R, etc. Et là, vous voyez, il y a plein d'évaluations qui sont faites, il y a plein de choses qui sont exécutées, il y a un certain nombre de tests aussi qui sont exécutés. On voit qu'il y a du code source qui est modifié, du code source qui est ajouté. Et il y a quelque chose qui est assez intéressant ici, c'est, vous voyez là, le Debian Rules. En fait, il va injecter la faille, la backdoor XZ, uniquement dans un seul cas. Quand on est en train d'empacter XZUtils pour Debian et les dérivés de Red Hat. Donc il va détecter, est-ce que je suis en train de builder un paquet Debian ou est-ce que je suis en train de builder un paquet RPM, parce qu'il y a exactement la même chose pour le RPM. Dans ce cas-là, il va injecter la backdoor dans le code binaire fourni. Si vous compilez le code XZ tel quel sur votre machine, il ne se passera jamais rien. Rajouter un fichier dans un répertoire, dans un sous-répertoire Debian et un fichier rules, automatiquement, il va injecter la backdoor. Donc voilà, il y a tout un ensemble donc, de scripts qui sont exécutés et de modifications qui sont faites sur le makefile pour ajouter des binaires qui sont fournis par les fichiers de test unitaires qui offusquent finalement la backdoor en tant que telle. Voilà, donc là, vous voyez, il y a tout un paquet de code. C'est très difficile à lire et c'est très, très, très difficile. J'ai essayé de suivre, je suis à peu près à 70% de compréhension de ce que ça fait. Je peux vous assurer que c'est assez complexe. Voilà, donc là, on est à peu près arrivé au bout. Voilà. Et donc, on voit qu'à la fin, donc, il modifie finalement les bibliothèques qui sont générées, les binaires qui sont générés avec la backdoor qui est injectée dedans. Donc cette backdoor, maintenant qu'on sait qu'elle est ajoutée au fichier binaire produit, en fait, comment elle peut fonctionner? Sur quel mécanisme elle va arriver à attaquer le démon SSH? Donc ça, je vous disais, c'est un système de poupée russe, et on ne croit pas si bien dire. On va exploiter la glibc, donc qui est la bibliothèque C, qui est fournie le plus souvent pour les distributions Linux, qui est la libc du projet GNU. La glibc, elle a un mécanisme qui s'appelle ifunc, pour les fonctions indirectes. Le mécanisme d'ifunc, c'est un mécanisme qui est tout simple, qui vous permet de pouvoir remplacer dynamiquement une fonction fournie par la glibc par une autre fonction peut-être plus optimisée. Si je prends un exemple qui est très simple, par exemple, vous pouvez avoir une implémentation de la fonction memset écrite en C, donc qui permet d'aller écrire des données dans une zone de mémoire, mais pas de façon optimisée. Elle est écrite en C, on peut peut-être avoir une implémentation qui est meilleure faite à la main en assembleur. Donc selon les plateformes, la glibc va dire est-ce que j'ai une meilleure implémentation de cette fonction, peut-être plus rapide, plus efficace pour la plateforme sur laquelle je m'exécute. Si j'ai une meilleure implémentation, j'utilise le mécanisme d'ifunc pour aller faire le swap avec la fonction par défaut. Donc il va exploiter ce mécanisme-là. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de swapper la fonction RSA public decrypt. Donc il va aller lire tous les symboles du binaire qui sont liés avec XZUtils.
Il va regarder s'il y a une fonction qui s'appelle RSA public decrypt, donc qui permet d'aller déchiffrer une clé RSA publique, comme son nom l'indique. Et donc, il va remplacer cette fonction par la même fonction qui fait une chose de plus, qui valide une clé spécifique. Ça veut dire que, du point de vue de votre démon SSH, le démon SSH va valider vos clés comme avant, mais il aura une clé supplémentaire qu'il va valider sans passer par votre SSH Authorized Keys. Et nous voici donc avec la backdoor everywhere. Et donc parce que n'importe quel programme qui est lié avec XZUtils, avec la bibliothèque libLZDMA, peut inclure ce mécanisme. Si dans votre programme, vous avez une fonction qui s'appelle, comme avant, donc, RSA public decrypt, elle sera remplacée par celle-ci. Mais ce n'est pas tout, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que SSH, il n'est pas compilé avec XZ. Comment est-ce qu'on arrive à faire lier XZ à SSH? On va utiliser systemd. Pourquoi systemd? Je sais que systemd, c'est un sujet aussi fort que VI contre Emacs. Dans certaines distributions Linux, ce qu'il faut savoir, c'est que OpenSSH est lié à libsystemd pour des raisons d'administration système, pour savoir si le démon est bien lancé, s'il tourne bien, de pouvoir l'arrêter, etc., etc. Alors que normalement, par défaut, OpenSSH est quelque chose qui est un produit typiquement Unix, qui est indépendant de systemd. Mais certaines distributions qui sont basées sur systemd ont fait le choix de le lier dessus à des vocations de pilotage. Libsystemd elle-même est liée à libLZDMA. Donc vous avez inclus une faille de sécurité dans OpenSSH par le truchement de systemd qui lui-même est lié à libLZDMA. Donc lorsque le démon SSH va se lancer, donc l'éditeur dynamique de lien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va résoudre les symboles avec la libsystemd. Il va résoudre les symboles qui sont liés à libLZDMA. libLZDMA, lorsqu'elle va se lancer, elle va faire deux choses. Elle va dire, est-ce que l'exécutable qui est en train de se lancer, est-ce que c'est SSHD, pardon, est-ce que c'est SSHD? Et il va vérifier une variable d'environnement qui s'appelle terme, et il va regarder est-ce que SSHD est lié à un terminal de contrôle. Parce que si vous lancez SSH en mode non démon, il ne veut surtout pas que ça se voit. Donc l'objectif de la faille, c'est qu'elle soit la plus furtive possible, qu'elle ne se déclenche que dans certaines conditions. Comme à la compilation, elle doit se déclencher que dans la condition où l'exécutable c'est SSHD et que c'est détaché d'un terminal. Ce qui est le cas normalement du démon SSH qui tourne sur votre machine. SSHD est détaché du terminal. Et donc, nous y voilà. On a rendu faillibles tous les systèmes qui auraient déployé donc, la libLZDMA, XZUtils, et qui seraient liés donc, à la libLZDMA par le truchement de libsystemd. Donc le déploiement de l'attaque, après, finalement, il est très simple. C'est, comme dirait M. Jean de La Fontaine, c'est patience et longueur de temps font plus que force ni de rage. Comme on l'a vu, Jiatan, il a commencé à vouloir contribuer dès début 2021. L'attaque a été détectée en 2024. C'est très très long sur l'échelle d'un temps humain, très très long. Ce qui laisse aussi à penser que ce n'est pas une seule et unique personne derrière, mais potentiellement un groupe de personnes. Mais la force de ça, c'est que plus le temps est long, moins vous vous rendez compte que vous êtes la cible d'une attaque. Vous connaissez l'allégorie de la grenouille. Mettez une grenouille dans une marmite remplie d'eau, vous faites monter la température tout doucement, elle ne se rendra pas compte et finira par mourir. Si vous mettez une grenouille dans de l'eau bouillante, elle sautera, elle essaiera de s'enfuir. Donc en fait, plus le temps est long, parce que l'être humain est très peu sensible au temps très long, plus vous avez de chances que votre attaque aboutisse. Et on peut s'en rendre compte notamment à la liste des commits qui ont été faits par Jiatan, qui ont été ici recensés par la communauté. Tout le monde a analysé tous les commits qu'il a fait. Donc on voit sur la partie gauche les premiers commits lors de ses premières contributions. Là, on voit qu'il est devenu contributeur très régulier, alors sur différents projets, OSS Fuzz, CPP Docs, Wasimtime, XZ, XZJava, XZ Embedded, Tukani Project, etc. Et donc là, on voit qu'il y a tout un cluster, effectivement, donc de commits sur le projet. Et juste en bas à droite, un cluster, le cluster des commits malveillants qui ont été ajoutés juste entre février et mars 2024. Donc juste au moment du déploiement de l'attaque. Donc la détection de l'attaque, finalement, il se révèle être un coup de chance monumental. C'est même pas moi qui le dis, c'est Andrés Frank qui le dit. Il dit c'est vraiment un alignement de planètes exceptionnel pour avoir détecté cette attaque. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il travaille sur Debian Unstable. Il a besoin de Debian Unstable parce qu'il avait besoin de versions de paquets qui étaient plus fraîches que la Debian Stable.
Qu'est-ce qu'il fait? Il effectue des micro-benchmarks de PostgreSQL. Des micro-benchmarks, c'est-à-dire il va lancer plein de scripts qui vont se connecter à un serveur, il va lancer plein d'exécutions de plein de micro-tests pour vérifier que, en fait, ce qu'il a modifié, il a toujours les bonnes perfs dans PostgreSQL, qu'il a bien gratté quelques millisecondes par-ci, quelques IO par-là, etc. Sauf qu'il constate tout d'un coup que, depuis qu'il a mis à jour ses distributions Debian Unstable, il a une petite charge anormale de ses serveurs. Le load average, il a un petit peu augmenté. Pas beaucoup, mais suffisamment. Et en regardant un petit peu là-dessus, il se dit mais j'ai des temps de réponse de SSH qui sont en hausse. Et là, on parle de 300 à 500 millisecondes, c'est-à-dire moins d'une demi-seconde. Donc, il s'est rendu compte qu'il a 300 à 500 millisecondes de temps de réponse supplémentaire avec un load average qui est plus haut. Mais à ce moment-là, il ne sait pas qu'il y a une attaque. Hein. Il se dit juste que j'ai mis à jour Debian, il doit y avoir une régression. Qu'est-ce qu'il fait? Il se dit we need to go deeper. Et c'est là où il a commencé à analyser et il s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait quelque chose de très différent entre la version de XZUtils qui était installée fraîchement sur sa dernière Debian Unstable et l'ancienne version XZUtil. Et donc là, il a creusé et, comme il le dit, il a fait preuve vraiment d'un grand coup de chance et que ça a vraiment requis un très très grand nombre de coïncidences pour pouvoir détecter cette attaque. Le fait qu'il effectue des micro-benchmarks sur Debian Unstable, qu'il ait l'idée de se dire il y a une charge anormale, des temps de réponse élevés, il aurait pu se dire bon, c'est pas grave, ce sera corrigé à la prochaine mise à jour, puisque de toute façon, je suis sur Unstable. Donc Unstable, par défaut, c'est instable. Donc en vrai, c'est un alignement des planètes complètement exceptionnel. Donc s'il n'avait pas détecté ça, il est très probable qu'aujourd'hui, on aurait un certain nombre de serveurs qui seraient totalement troués et avec des gens qui peuvent se promener dessus à leur guise. Alors, tout ça m'amène au vrai sujet, c'est la supply chain. Parce que c'est le vrai sujet de cette histoire, votre chaîne d'approvisionnement logiciel. La supply chain, c'est la grande oubliée, et le plus souvent, c'est le vecteur d'attaque. Alors, le vecteur d'attaque dit comme ça, oui, moi, j'utilise des projets open source, ils sont autosurveillés, etc. Mais en fait, la supply chain, c'est un vrai sujet au niveau IT, parce qu'on l'a vu très récemment dans les informations, la supply chain, c'est aussi ça, des beepers qui explosent, des talkie-walkie qui explosent. Ça a l'air de rien, mais si vous arrivez à prendre le contrôle de votre chaîne d'approvisionnement et de faire en sorte qu'elle se retourne contre leurs utilisateurs, c'est le meilleur vecteur d'attaque. N'attaquez jamais en frontal un projet, attaquez toujours sa chaîne d'approvisionnement. Et ça, on l'a bien compris. Donc, la supply chain, aujourd'hui, dans notre domaine informatique, qu'est-ce que c'est? C'est les systèmes d'exploitation. Système d'exploitation, quand vous téléchargez une ISO d'un système Linux, ou même Windows d'ailleurs, qui vérifie la somme SHA-256, etc., quasiment personne. C'est aussi les logiciels et les paquets logiciels. Quand vous téléchargez un logiciel que vous l'installez sur votre machine, même si ça vient, par exemple, pour Ubuntu d'un PPA, en fait, vous n'êtes pas assuré de ce qui a été produit derrière. Le paquet peut très bien être vérolé. Mais ça peut être aussi des choses qui sont très, très terre à terre pour les développeurs. NPM, pip, Go, Rust. Alors pourquoi je cite cela? Parce que chaque fois que vous avez un projet web, NPM install, qu'est-ce que ça fait? Ça tire la moitié de l'Internet sur votre machine, sans aucun contrôle. Quand vous compilez un projet Go, la première chose que vous faites, quand vous faites Go build, qu'est-ce que ça fait? Ça va tirer la moitié de GitHub sur votre machine. Le plus souvent. Alors, effectivement, c'est très pratique d'un point de vue développeur. En termes d'expérience développeur, on n'a pas à se soucier d'avoir les dépendances sur notre machine. Ça va les chercher automatiquement à l'extérieur sur quelque chose qui est jugé, on va dire, de bonne qualité et entre guillemets, sans risque. Sauf qu'effectivement, vos dépôts GitHub peuvent être vérolés. Vos paquets NPM peuvent être vérolés. On l'a vu il n'y a pas si longtemps que ça, ces dernières années, des paquets NPM qui ont été volontairement vérolés par leurs utilisateurs parce qu'ils ont pété un plomb, ils ont été tellement fatigués. Je crois qu'il y avait l'histoire du paquet Colorize ou quelque chose comme ça. Le développeur, le mainteneur, a pété littéralement un câble. Il a remplacé une partie du code de Colorize, il a publié de nouvelles versions. Ça affichait une sorte d'effet à la matrix qui tombait jusqu'à faire planter le projet. Et donc, tous les projets qui dépendaient de ça se retrouvaient avec une chaîne de build complètement dans les choux. Donc, impossible de builder les projets. Et il n'y a pas eu que cet exemple-là. Hein. Donc, bref, tout ça, on ne va pas oublier notamment les images Docker. Les images Docker que vous allez chercher sur Docker Hub, hein, que vous ne vérifiez pas forcément. Effectivement, si on fait bien les choses, nous devrions construire nous-mêmes nos images Docker, mais ça prend du temps. Donc, parfois, on passe vraiment un petit peu à côté du sujet. Donc, en fait, la supply chain, c'est vraiment un maillon qui est très négligé et le plus souvent open source.
On l'avait vu notamment sur l'attaque Log4Shell, enfin la faille Log4Shell, ce n'était pas une attaque, mais la faille, où du jour au lendemain, une CVE a mis vraiment sous respirateur artificiel un certain nombre de projets parce qu'on était capable de pouvoir injecter un script shell dans tout ce qui exploitait Log4j. Donc le problème, c'est que ces projets-là sont souvent des projets communautaires, mais tellement communautaires qu'ils sont gérés par une seule et même personne, donc faillibles, et donc faillibles à une attaque de supply chain. Et donc, ce qui peut se passer, c'est qu'effectivement, du jour au lendemain, tout s'effondre. Et ça, c'est des choses que vous pouvez corriger en utilisant, par exemple, des gestionnaires d'artefacts, comme Artifactory, ce genre de choses, en contrôlant précisément les versions, les dépendances que vous allez utiliser. Alors, c'est sûr, ça demande beaucoup de travail en plus, mais c'est la seule façon de se prémunir contre un type d'attaque comme ça, de supply chain. Alors évidemment, ce n'est pas que vous, c'est l'ensemble de la chaîne de l'IT qui doit s'occuper de ça. Dire les personnes qui impactent les distributions Linux ou du FreeBSD, etc. Les personnes qui font du logiciel libre, c'est-à-dire que quand vous êtes vous-même responsable ou contributeur d'un projet open source, n'acceptez pas tous les patchs qu'on vous fournit comme ça. Ayez un recul, un regard critique sur ce qu'on vous fournit, parce que vous n'êtes pas à l'abri d'être un vecteur d'attaque vous-même. Parce qu'en gros, en vrai, si on n'y prend pas garde, en fait, on devient le maillon faible, tout simplement. Donc très rapidement, je termine, parce que j'arrive au bout du temps qui m'est imparti. Le timing est parfait. Le mot de la fin. Donc, ce sujet est très intéressant. Donc, j'avais parlé de cette attaque tout de suite après, donc en live sur Twitch, tout de suite après sa divulgation, j'en avais fait une analyse. Pour moi, c'était l'objet de me dire, on peut en faire une conférence qui est assez intéressante pour sensibiliser au risque de la supply chain et puis de voir aussi que certaines attaques peuvent être vraiment hyper brillantes, parce que là, on est vraiment face à une attaque qui est extrêmement brillante, extrêmement technique, probablement gérée par un groupe de personnes, probablement étatiques. Alors, à l'heure où je vous parle, on ne sait pas qui est Jiatan, ou qui sont Jiatan, tout simplement. La seule chose qu'on sait, c'est que cette personne a effectué un certain nombre de commits, toujours dans des fuseaux horaires UTC plus 8, donc plutôt, et en passant par des VPN par Singapour. Sauf qu'il y a quelques commits qui sont dans des time zones différentes. Il a dû oublier à un moment donné de changer l'heure de sa machine ou ce genre de choses. Et d'après les informations qu'on a, ça laisse à supposer que l'attaque viendrait plutôt d'un groupe plutôt orienté pays de l'Est, mais sans accuser personne, on ne sait pas, mais ce serait probablement le cas. Et il ne serait pas leur première tentative. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, cette attaque est extrêmement brillante, elle s'est vraiment étalée sur un temps qui est extrêmement long. La charge technique était très poussée. Ça a demandé vraiment un alignement des planètes exceptionnel pour les détecter. Donc, ça pour vous dire, faites attention à votre supply chain. Dans tous vos projets, regardez ce qui peut rentrer, qu'est-ce que vous avez comme dépendance, est-ce que c'est nécessaire ou pas. Et juste, je voudrais faire la mention de mon ami Henri Gomez, qui a fait très récemment un certain nombre d'articles sur le sujet de la supply chain, que je vous encourage à aller lire. Il a fait une série de 6 ou 7 articles sur le sujet. C'est extrêmement intéressant et ça rejoint tout à fait ce sujet. Pour terminer, vous pouvez me retrouver sur les réseaux, dans les internets, donc beaucoup sur Twitter, Blue Sky, je fais des live Twitch, je suis aussi sur YouTube, et vous avez accès à mon site internet et mes miroirs guides sur lesquels vous pouvez retrouver tous mes side projects. Je parle d'un peu de tout, de bas niveau, de haut niveau, d'histoire de l'informatique. Et puis, je pense qu'on arrive au bout. Si vous avez des questions, je me tiens à votre disposition. Là, je crois qu'on n'a pas le temps pour les questions. Donc, je me tiens à votre disposition, n'hésitez pas. Merci beaucoup.